Oui. Alors, Alors, juste pour euh, vérifier, je vais passer la deuxième diapositive et vous me dites si vous la voyez. d'accord. C'est bon, ça marche. Alors, vous pouvez commencer, professeur Albert. D'accord, très bien. Bien, écoutez, je suis vraiment navrée de ces problèmes techniques, hein, aussi C'est des pour, amis du direct, bien c'est sûr. entendu, hein, et je vous avoue que j'aurais préféré être parmi vous. C'est toujours plus sympathique d'échanger dans le cadre des congrès, mais ainsi en va la vie. C'est déjà bien qu'on puisse échanger via ce système, même malgré les aléas informatiques. Donc, bien entendu, je vais commencer par remercier les organisateurs de ce congrès pour l'invitation, et en particulier à Group qui s'est donné beaucoup de mal, hein, pour cette organisation, comme on l'a vu. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est de vous parler de sécurité transfusionnelle infectieuse au quotidien, et il est bien évident qu'en une vingtaine de minutes, puisque c'est le temps qui nous a été donné pour présenter les choses, je ne vais absolument pas avoir le temps de rentrer dans tous les détails. Donc, j'ai pris le parti finalement de vous montrer quelques-uns des points les plus importants qui sont mis en avant pour assurer la sécurité transfusionnelle des produits infectieux au travers donc des trois piliers principaux de la sécurité transfusionnelle qui sont la sélection des candidats au don, le dépistage des marqueurs et l'inactivation des pathogènes, en insistant plus particulièrement sur, bien entendu, l'expérience française et les éléments qui sont les nôtres dans notre pays. Donc, j'en suis à la troisième. Est-ce que vous la voyez? Sélection des donneurs de sang en France. Très bien, très Parfait. bien. Donc, je vais pouvoir continuer comme ça sans Et, m'interrompre plus dans ma… écoutez, professeur, vous pouvez enchaîner avec votre présentation. Dès qu'il y a un souci, je vous appelle. Ne vous inquiétez pas. D'accord, c'est parfait, très bien, merci beaucoup. Donc, la sélection des donneurs en France, hein, elle obéit à un cadre réglementaire, hein, qui en fixe les critères de sélection pour assurer la sécurité du receveur. Alors, ce cadre réglementaire est une transposition des directives européennes. Il est établi par un groupe de travail interdisciplinaire et interinstitutionnel et il est validé par les autorités sanitaires avant diffusion. Autrement dit, pour être tout à fait clair, ce n'est pas l'EFS, hein, qui va fixer ces critères de sélection. L'EFS participe, comme le CTSA d'ailleurs, hein, à l'élaboration de ces critères, mais ce sont nos autorités sanitaires qui les fixent et qui donc les rendent, on va dire, obligatoires et dans le cadre de cette sélection. Donc, le dernier arrêté, hein, qui fixe ces critères de sélection, il est tout récent en France, hein, il date du début de l'année, du 11 janvier, et il a été mis en application le 16 mars 2022. Et dans cet arrêté, il y a deux changements essentiels concernant la sécurité infectieuse. D'abord, la suppression de la question sur l'orientation sexuelle, avec un critère d'accès aux dons qui est désormais identique pour tous les donneurs, comme vous le savez probablement. Les hommes qui avaient des relations sexuelles avec des hommes étaient ajournés pour une durée de 4 mois s'ils avaient eu des relations entre hommes dans les 4 mois qui précédaient le don. Aujourd'hui, tout a été harmonisé et donc il est demandé un monopartenariat réciproque, y compris pour le ou la partenaire sexuelle dans les 4 mois qui précèdent le don. Donc, alignement des critères, quelle que soit l'orientation sexuelle du donneur. Et la deuxième mesure donc importante, hein, qui concerne la sécurité infectieuse a été l'introduction d'un ajournement de 4 mois après la dernière prise en cas de traitement préventif, qu'il soit pré ou post-exposition au VIH. Autrement dit, les candidats au don qui déclareraient l'usage de PrEP seraient ajournés pendant 4 mois après la dernière prise. Tout ceci lié au fait qu'il a été démontré que lors d'une prise d'antirétroviraux, eh bien, on pouvait avoir un retard dans l'apparition des marqueurs biologiques, que ce soit anticorps ou ARN. Donc, bien entendu, ces mesures qui sont imposées par ce cadre réglementaire, elles sont adaptées en fonction des émergences et des alertes en population générale. Et donc, je vais juste vous donner l'exemple de cette adaptation du cadre réglementaire en vous parlant du virus West Nile. Comme vous le savez, donc, ce virus qui est un flavivirus et qui est un arbovirus, hein, donc transmis par les moustiques culex, sévit notamment dans le bassin méditerranéen et vous êtes très probablement aussi affecté par cette infection. Et cette carte, en fait, qui est issue de la surveillance annuelle que fait le CDC, vous démontre finalement, en fonction des couleurs, la circulation du virus dans les différentes régions de l'Europe. Donc, comme vous le savez probablement
probablement également, nous avons eu affaire à une très forte épidémie en 2018 qui a touché à de nombreux pays, dont la France et notamment dans le bassin méditerranéen. Donc, pour ce virus, nous avons une période de surveillance renforcée en France qui va du 11 juin au 31 octobre et plus particulièrement sur l'arc méditerranéen. Donc, qui dit surveillance renforcée dit effectivement une surveillance dans la population équine, chez les chevaux, dans la population aviaire et aussi dans la population humaine. Et tout cas positif, donc autochtone pour cette infection virale, doit être déclaré puisque c'est une infection à déclaration obligatoire. Donc, sur cette diapositive, vous avez la circulation du West Nile en France métropolitaine après 2015. Donc, le virus a circulé bien avant cette année-là, mais après 2015, et vous voyez que depuis 2015, nous avons eu à la fois des cas humains en orange et des cas équins, avec notamment en 2018, comme je vous disais, année tout à fait particulière, 22 des 27 cas donc déclarés sur le territoire français qui, en fait, sont survenus en Alpes-Maritimes. Lorsqu'il y a un cas autochtone, comme je vous le montrais dans la diapositive suivante, eh bien, il faut prendre des mesures vis-à-vis de la sécurité transfusionnelle infectieuse. Et donc, la prévention du risque transfusionnel West Nile en France, il est établi sur différents éléments. Le 1er juin de chaque année, le Haut Conseil de la santé publique, donc qui est un organisme qui est indépendant mais qui rend compte en fait à la Direction générale de la santé, actualise la liste des pays ou des régions qui sont considérés à risque de transmission du virus, que ce soit donc en Europe mais aussi au niveau mondial, sur la base des connaissances épidémiologiques et des signalements essentiellement humains rapportés au cours des 3 dernières années. Autrement dit, il est fait la liste des pays et des régions qui, dans les 3 dernières années, ont rapporté des cas humains de West Nile. Et donc, cette liste, elle est actualisée en fonction de la situation épidémiologique au cours de la saison de circulation du West Nile jusqu'à fin novembre, en fonction des alertes à l'étranger ou en France. C'est-à-dire qu'en fait, au 1er juin, une liste est établie, mais s'il y a des cas qui surviennent et qui sont en dehors de cette liste, eh bien, la liste est actualisée, je dirais, quasiment au jour le jour. Et donc, elle conduit donc à une liste dynamique qui donne lieu à un ajournement de 28 jours, ou bien on a la possibilité également de faire un test par diagnostic de nuit virale pour tous les donneurs qui ont séjourné au moins une nuit dans une région de circulation virale. Donc, c'est vraiment, pour les médecins de collecte, un casse-tête, on va dire, quand la saison épidémique survient, puisqu'il faut être très attentif, finalement, aux différentes mises à jour de cette liste pour pouvoir ajourner les donneurs. Alors, l'objectif de tout cela, c'est de disposer d'une stratégie opérationnelle, bien entendu, avec des mesures qui concilient les impératifs de sécurité sanitaire, puisqu'on sait que ce virus peut être potentiellement dangereux s'il est transmis via la transfusion, notamment chez des sujets donc, aux 2 extrêmes de la vie et immunodéprimés, avec la possibilité de décès. Donc, il est très important d'éviter cette transmission par la transfusion. Mais en contrepartie, il faut s'assurer également du maintien d'une autosuffisance pour les produits sanguins labiles. C'est-à-dire qu'il est hors de question de ne plus manquer de produits sanguins à transfuser sous prétexte qu'effectivement cette épidémie sévit. Et comme vous le voyez sur cette diapositive, le nombre de donneurs ajournés pour le risque West Nile, qui sont donc comptabilisés donc de manière régulière en fonction des années, peut être très important. Et en 2019, qui a donc année qui a succédé à cette fameuse année 2018 où nous avons eu énormément de cas humains au niveau européen, et vous voyez que 22 000 donneurs, plus de 22 000 d'ailleurs, ont été ajournés pour ce risque West Nile, ce qui est quand même un manque de produits disponibles à la transfusion. Alors, en fonction de la circulation virale, bien entendu, ce nombre de donneurs ajournés peut varier. Vous voyez qu'en 2020, qui est une année particulière puisque les personnes n'ont pas voyagé dû à la crise de SARS-CoV-2, donc à la crise épidémique. Donc, effectivement, le nombre de donneurs ajournés a diminué en 2021. Donc, lorsque les portes se sont un petit peu ouvertes, les donneurs ont voyagé un petit peu plus et donc, effectivement, le chiffre a augmenté. Donc, 2022 n'est pas encore terminé, cette diapositive n'est pas actualisée. On a commencé, effectivement, dès le 1er juin à ajourner les donneurs qui avaient voyagé donc, dans ces zones d'endémie.
Alors, le deuxième volet, au-delà donc de la sélection des candidats au don pour assurer la sécurité transfusionnelle, est celui donc du dépistage de marqueurs spécifiques d'infection. Donc, vous avez sur ce tableau les différents marqueurs qui sont donc spécifiques d'infection, qui sont recherchés donc en France, avec sur la colonne de gauche leur année d'introduction, et puis donc l'agent sur la troisième colonne à qui il s'adresse. Plutôt que de vous donner un détail de ces ensembles de ces mesures que vous connaissez bien évidemment, je voudrais juste insister sur la colonne de droite qui vous montre qu'en fait, il y a des dépistages donc systématiques et obligatoires, donc que nous connaissons tous pour éviter la transmission de la syphilis, de l'infection par le virus de l'hépatite B, du VIH, etc. Mais il existe aussi des dépistages qui sont ciblés sur le donneur lorsque ce donneur présente un risque, comme par exemple les anticorps anti-Plasmodium falciparum pour des donneurs qui auraient voyagé ou bien originaires donc, de zones d'endémie. La même façon pour le Chagas, où il y a un dépistage des anticorps anti-trypanosoma cruzi de manière ciblée sur les donneurs à risque. Et puis, il y a également donc, des dépistages qui sont aujourd'hui partiels, mais je reviendrai sur ce dépistage un petit peu plus tard, et qui concernent notamment la recherche de l'ARN du virus de l'hépatite E, qui lui, en fait, est ciblé aujourd'hui sur le plasma à destination de receveurs particulièrement fragiles, qui sont ceux qui soit sont porteurs d'hépatite chronique ou bien des immunodéprimés, puisque, comme vous le savez, le virus de l'hépatite E, en règle générale, donne une infection qui est bénigne chez l'immunocompétent, mais qui peut être assez sévère chez le receveur fragile. Et l'autre chose sur laquelle je voulais insister sur cette diapositive, c'est que nous n'avons eu de cesse que de rajouter des marqueurs spécifiques, mais très peu ont été supprimés. Les seuls qui étaient supprimés en France, en tout cas, ont été de manière complète la détermination du taux des transaminases qui avait été mise en place en 88 pour diminuer le nombre de transmissions de ce que l'on appelait à l'époque l'hépatite non anombée et que l'on a arrêté en 2003 parce qu'en fait 2 à 3% des dons de sang étaient jetés à tort à cause d'un taux élevé de transaminase. Et l'autre mesure sur laquelle nous sommes un petit peu revenus a été donc celle sur le dépistage des anticorps anti-HTLV, qui était donc universel sur tous les dons de sang et qui en fait a été restreinte aux nouveaux donneurs en avril 2019 en France métropolitaine, mais poursuivie sur l'ensemble des donneurs aux Antilles, qui, comme vous le savez, sont des régions avec des prévalences qui peuvent atteindre 100 fois plus des prévalences qui sont vues donc en France métropolitaine. Donc, tout ceci pour vous dire qu'on rajoute des mesures, mais il est très difficile aujourd'hui d'en supprimer parce qu'en fait, on essaie de maintenir une sécurité transfusionnelle optimale donc vis-à-vis de ces agents dits majeurs. Alors, cette diapositive, très rapidement, pour vous montrer quel est le taux de dons positifs pour le VIH, l'HTLV, le VHC, le virus de l'hépatite B et la syphilis en 2021 en France. Comme vous le voyez, donc, nous avons eu 2 750 000 dons sur l'année 2021, avec plus de 80% des dons issus de donneurs connus. Et c'est pour la syphilis que nous avons le plus de dons positifs, avec 287, ce qui est 2 fois plus que pour le virus de l'hépatite B, lui-même 2 fois plus que pour le VHC, pour les rétrovirus, notamment le VIH, vous voyez, nous n'avons eu que 10, et l'année 2021 a été une année particulièrement marquante par le fait que nous avons eu très peu de donneurs VIH positifs. Donc, on attend confirmation de ces tendances. Alors, cette diapositive, juste pour vous montrer très rapidement l'évolution de ces taux de dons positifs pour donc ces marqueurs à dépistage obligatoire, avec sur la gauche les nouveaux donneurs et sur la droite les donneurs connus, où vous voyez que globalement, depuis que cette surveillance est réalisée, on va dire de manière harmonisée, c'est-à-dire au début des années 90, une diminution de manière assez marquée pour ces virus, que ce soit chez les nouveaux donneurs ou les donneurs connus. Alors, ceci est bon signe, bien entendu, puisqu'il y a moins le risque est maîtrisé, et cette diminution, on va dire, constante, sauf peut-être pour la syphilis, on pourrait y revenir éventuellement ultérieurement si vous avez quelques questions, elle est
dû aux mesures qui sont prises, bien évidemment, dans la population des donneurs de sang au niveau de la sélection médicale des donneurs avant le don, qui elle aussi a été harmonisée, mais également aux mesures qui sont prises en population générale pour éviter les nouvelles contaminations, et ceci se ressent particulièrement dans la population des donneurs connus. Alors, je n'ai pas insisté tout à l'heure, mais vous l'avez très probablement vu dans une des diapos précédentes. Nous avons donc débuté le dépistage des génomes viraux pour le VIH, le VHC et le VHB. Depuis juillet 2021 pour le VIH et le VHC, et depuis 2005 avec une généralisation en 2010 pour le virus de l'hépatite B. Et en voici le bilan résumé sur cette diapositive. Donc, pour le VIH, sur la période qui est plus de 20 ans, 57,2 millions au total de dons ont été testés pour l'ARN du VIH, avec les anticorps, bien entendu, puisque les anticorps continuent d'être dépistés. Et vous voyez que sur les 587 positifs VIH dans la période, 28 étaient positifs rien que pour l'ARN, donc se situaient dans la phase aiguë de l'infection. Alors, 3 d'entre eux avaient un autre marqueur, donc le sang n'aurait pas été transfusé s'il n'y avait pas eu de DGB. Donc, le bilan total sur ces 20 années pour le VIH est de 25. Pour le virus de l'hépatite C, donc les mêmes dons ont été testés, bien sûr, et donc seuls 16 étaient positifs rien que pour l'ARN et négatifs pour les anticorps, 2 avaient des marqueurs associés, donc en fait le bilan est de 14 pour le virus de l'hépatite C. Et enfin, pour le virus de l'hépatite B, donc une période beaucoup plus courte, comme je vous disais, donc un peu moins de dons testés, près de 34 millions, et là donc 27 positifs uniquement pour l'ADN du VHB, et négatifs, j'insiste bien, pour l'antigène HBS et l'anticorps anti-HBC, puisque nous recherchons aussi l'anticorps anti-HBC sur tous nos donneurs de sang. Donc, le bénéfice total du DGV sur ces 20 dernières années, c'est 66 dons écartés de la chaîne transfusionnelle et donc de la transfusion. Donc, sur cette diapositive, je vous ai mis la répartition des cas donc, en fenêtre, en phase aiguë d'infection, puisque DGV positif et sérologie négatif en fonction des années. On voit que pour le VIH, hormis quelques années pour lesquelles il n'y en a pas eu, mais de manière régulière, jusqu'en 2019, nous en avions eu entre 1 et 3. Pour le virus de l'hépatite B en vert, donc de manière identique entre 1 et 5, 2015 a été une année particulièrement productive, mais de manière très intéressante, et c'est là-dessus que je voulais insister, vous voyez que pour le virus de l'hépatite C, en jaune, sur la première décennie de dépistage, nous en avions toujours au moins 1, donc entre 1 en 2001, 2002 jusqu'à 3 en 2007, mais que depuis 2010, nous n'en avons eu plus que 2. Donc, 1 en 2015 et 1 en 2020. Et ceci est le reflet de ce qui est vu en population générale, c'est-à-dire une diminution de l'incidence, donc des nouvelles infections liées à l'infection par le virus de l'hépatite C, et ceci se retrouve dans la population des donneurs de sang. Donc ça, c'est un point assez important à souligner, et souvent, donc, la population des donneurs de sang est le reflet de la population générale, même si elle est sélectionnée a priori avec l'entretien médical prédent. Alors, l'autre chose sur laquelle je voulais insister également, c'est qu'il est très important, lorsque c'est possible de le faire, de suivre ces cas, donc DGV post, sérologie neg, puisqu'ils nous apportent quand même quelques éléments qui permettent d'adapter les stratégies de dépistage qui sont en place. Et je vais vous expliquer comment. Vous voyez ici, sur le haut de la diapositive, la distribution des charges virales de ces cas, donc des 28 cas, ARN pose anticorps neg, et donc vous voyez que ces charges virales s'étendent entre 1,5 et 6,6 log avec une moyenne de 4 log. Pour le virus de l'hépatite C, donc en haut à droite, moins de cas ont été analysés pour la charge virale parce que 2 des 16 n'étaient pas disponibles. Là encore, c'est difficile d'extrapoler à l'ensemble des cas, mais c'est déjà très, très informatif. Donc, pareil, une médiane assez élevée de 5 log. En revanche, pour le virus de l'hépatite B, sur les 20 cas qui ont pu être analysés pour la charge virale, eh bien, on s'aperçoit que les charges virales sont relativement faibles, entre moins de 0,6 et jusqu'à
à 2,7 log avec une médiane de 1,20 log, ce qui est relativement faible et ce qui nous fait dire qu'il est très important si on veut être efficace dans le dépistage de mythe viral, notamment dans cette fenêtre infectieuse où la sérologie est négative, c'est qu'il faut utiliser des techniques très sensibles pour pouvoir détecter ces phases aiguës. Autant on est relativement confortable pour le VIH et le VHC, hormis quelques cas qui ont des charges virales faibles, mais dans la majorité des cas, on est efficace. Autant pour le virus de l'hépatite B, l'on sait que la fenêtre donc sérologique durant laquelle on ne peut détecter que le génome du virus, on a des charges virales qui sont faibles et d'où l'utilité d'utiliser un DGV donc sensible. Et donc, je pousserais l'idée jusqu'à dire un DGV en unitaire et non en poule qui risque donc de passer à côté de certains cas. Alors, le dépistage du génome viral, alors il est, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, obligatoire et systématique pour les virus à dépistage obligatoire, mais dans des circonstances particulières, et notamment dans le cadre de l'émergence, il nous est arrivé en France de le mettre en place lors d'épidémies d'arbovirose. Une des premières épidémies d'arbovirose à laquelle nous avons dû faire face, il y en a eu une autre précédemment sur l'île de la Réunion, mais celle-ci est particulièrement illustrative, et celle donc liée au virus chikungunya en 2014, donc aux Antilles. Vous voyez que donc un nombre de cas très importants dans les Antilles françaises ont été signalés. Donc, puisque ce virus donc occasionne lors de son infection une virémie asymptomatique dans la majorité des cas, il a été décidé d'introduire très rapidement après le début du signalement donc un DGV avec une organisation tout à fait particulière puisqu'en fait nous étions aux Antilles, donc je le précise, ça ne concernait pas les dons de la métropole française. Un tube de chaque don réalisé aux Antilles était acheminé 2 fois par semaine en métropole, notamment à Marseille, pour justement faire ce dépistage du génome viral. Et les produits, en tout cas les globules rouges, étaient mis en quarantaine en attente de ce résultat et n'étaient délivrés que si le résultat était négatif. Donc c'était une organisation tout à fait particulière. Et la même a été mise en place pour donc l'épidémie de Zika en 2016, qui là aussi a touché les Antilles, avec donc un acheminement des tubes en métropole, un testing en métropole et un renvoi des résultats donc, pour libérer les produits. Juste pour préciser que les produits plaquettaires donc, étaient inactivés et que les produits plasmatiques pour les Antilles proviennent de toute manière de métropole. Alors, autre exemple d'introduction, alors oui, juste pour repréciser sur la diapositive précédente, les 2 épidémies donc, de chikungunya et de Zika ayant été déclarées terminées aux Antilles, le dépistage du génome viral s'est également arrêté. Donc, nous attendons le signalement de l'arrêt de l'épidémie pour arrêter le DGV sur les dons de sang. Alors, autre exemple, c'est celui de la mise en place du DGV sur l'île de la Réunion. Nous avons donc été confrontés sur l'île de la Réunion à une épidémie déclarée de manière assez importante en 2018. Vous voyez le nombre de cas ici, donc c'est la courbe ici, ça c'est en population générale, la courbe en bleu clair, avec un pic notamment en 2021 avec plus de 60 000 cas. Et donc, dès 2018, les déclarations donc, du début d'épidémie, il a été décidé d'introduire le dépistage de mythe viral sur l'île de la Réunion, cette fois-ci et non plus en métropole, pour s'assurer de la sécurité transfusionnelle. Et donc, vous voyez en bas le graphique qui vous montre le nombre de cas confirmés par semaine, avec des pics. Ces pics, en fait, correspondent tout à fait à l'épidémie, au pic cette semaine-là en population générale. Donc, juste pour préciser que ce dépistage viral continue, il est encore on va dire en pratique en 2022 et que, bien évidemment, si très probablement il sera pris puisque là aussi. Voilà. Alors, quelles sont les perspectives maintenant en termes de DGV? Eh bien, Oui, il a été décidé c'est la connexion vous m'entendez? Allô? Oui, on s'entend très bien. Ah, parce que j'entends parler derrière, donc je me demandais s'il n'y avait pas un petit souci. Donc en fait, il a été décidé d'introduire, enfin de généraliser plus exactement, le dépistage du génome viral pour le virus de l'hépatite E, pour lequel je vous précisais précédemment qu'il était
donc ciblé sur un certain nombre de donneurs. Et donc, ce dépistage génomique viral avait déjà été introduit en France en 2012, donc il y a quasiment 10 ans, hein, dans des poules de 96 dons de plasma d'aphérèse pour la production de plasma par solvant détergent. La production de plasma solvant détergent à l'EFS ayant été arrêtée, il a été décidé de poursuivre ce dépistage, mais cette fois-ci en poule de 6 sur une fraction donneurs, donc principalement, encore une fois, des donneurs de plasma aphérèse, pour disposer, comme je vous le disais tout à l'heure, de plasma exempt de VHE pour les patients immunodéprimés ou souffrant d'une maladie hépatique chronique préexistante. Le taux positif que nous avons trouvé, avec des variations bien entendu en fonction des années, aujourd'hui est de 0,1%. Et les données de l'hémovigilance, hein, qui répertorient le nombre de cas post-transfusionnels entre 2006 et 2021, nous disent que 36 receveurs ont été impliqués dans la transmission donc, de ce virus par la transfusion, y compris avec des produits inactivés. Donc, c'est quand même, voilà, oui, ça on le sait, hein, il existe une transmission transfusionnelle de la transfusion. Alors, parce que en fait, il existe potentiellement hein, la transmission par des produits qui sont transfusés mais pas testés comme les globules rouges et les plaquettes, et parce que l'on sait que les produits plaquettaires, malgré leur inactivation, sont susceptibles de transmettre ce virus, et bien donc il a été décidé de généraliser ce dépistage à l'ensemble des donneurs, donc en début d'année prochaine, de manière à s'assurer d'une sécurité transfusionnelle satisfaisante. Alors, le dernier volet que je voulais aborder avec vous est celui de l'inactivation des pathogènes, et je devrais dire plutôt de la réduction des pathogènes. Donc, cette diapositive, alors, bon, ça n'est pas grave parce qu'en fait, il y avait une animation que vous ne voyez pas puisque je ne suis pas en plein écran, mais peu importe. Elle vous montre un tableau qui est issu d'une publication de 2019 et qui, à l'époque, faisait l'état des lieux des pratiques réalisées par un certain nombre de pays européens et la Suisse en 2018 vis-à-vis donc de la réduction des pathogènes. Donc, j'ai résumé pour vous hein, ce tableau sur le tableau qui apparaît ici en bleu, et l'on voit que parmi donc, ces 31 pays qui ont été interviewés, seuls 5 pratiquaient de manière on va dire généralisée sur le plasma et les plaquettes cette inactivation des pathogènes, que 32% pratiquer cette inactivation des pathogènes sur le plasma et encore non sur tous les produits, puisqu'entre 5 et 65% des produits, et 38% sur les plaquettes, et que 16 pays, soit 52% des pays interviewés, ne le pratiquaient sur aucun produit plasmatique et 45% donc sur aucun produit plaquettaire. Alors, la raison de cela qui a été évoquée notamment dans ce papier, c'est que, bien évidemment, ces procédés ont un coût et nous y reviendrons, et donc peut-être que ce n'est pas forcément une priorité. Alors, en termes de performance annoncée, évaluées en réduction de log hein, de ces procédés d'inactivation, vous les avez résumés sur ce tableau. Donc, en fonction des produits concernés, donc vous voyez les plaquettes, le plasma, le sang total et nouveau les plaquettes, et en fonction des industriels qui les proposent. Si l'on se focalise sur le haut de ce tableau qui concerne les virus à dépistage donc obligatoire, en tout cas pour l'HTLV en France, on observe que finalement les performances annoncées sont bonnes, même très bonnes, avec une réduction en termes de log, hein, donc réduction réalisée, observée in vitro hein, sur des cultures cellulaires le plus souvent, donc avec des réductions de plus de 4 logs. Pour ce qui est des arboviroses, hein, parler, là encore, donc des réductions notables, hein, importantes, au-delà de 5 logs. Pour les virus respiratoires, on n'a pas parlé jusque-là, mais également donc, des performances tout à fait honorables. Et par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, sur les virus nus, que ce soit donc, le parvovirus B19, le virus de l'hépatite E ou le virus de l'hépatite A, des performances qui ne sont pas très bonnes, alors, sauf peut-être pour le procédé Mirasol et le parvovirus B19, mais en tout cas, on sait désormais aujourd'hui que ces procédés sont moins efficaces sur les virus nus. Alors ça,
ce sont les performances qui sont annoncées. Mais il serait important de voir ce que ça donne finalement dans la vraie vie. Donc, nous sommes livrés à l'exercice et je vais vous expliquer comment. Vous avez en haut de la diapositive, donc en haut à gauche de la diapositive, la répartition des charges virales qui sont réalisées donc de manière, on va dire, quasi systématique sur tous les dons de sang qui sont trouvés positifs pour l'ARN du VIH1. Donc, sur ces 584 souches analysées, vous avez ici la répartition des charges virales. Si l'on met des seuils d'inactivation avec deux niveaux, un niveau maximal à 6 logs, donc j'ai repris un petit peu les données qui figuraient sur le tableau précédent, et un degré d'inactivation minimal à 4 logs, eh bien, on peut essayer d'estimer quel serait le pourcentage théorique de dons inactivés selon ces niveaux d'inactivation. Et pour le VIH, il y aurait donc entre 50% jusqu'à 99% donc de dons inactivés parce que les charges virales seraient inactivées en fonction de ces niveaux d'inactivation. Même exercice pour le virus de l'hépatite C. Vous voyez que la distribution des charges virales ici est quand même en règle générale plus importante. Et si l'on place donc deux niveaux d'inactivation à 3 ou bien 5 logs, eh bien, nous n'aurions que entre 2% et 22% des dons inactivés. Et enfin, pour le virus de l'hépatite B, là, nous savons également que les charges virales sont, somme toute, un peu plus faibles, en tout cas dans leur médiane. Eh bien, en appliquant deux seuils d'inactivation à 4 ou 6 logs, nous aurions entre 83% et 92% de dons donc inactivés par les procédés d'inactivation. Alors, tout ceci, bien entendu, c'est quelque chose de très schématique et de très théorique, mais néanmoins, ça nous permet quand même d'avoir une idée et de se dire que finalement, pour les charges virales élevées, eh bien, ces procédés d'inactivation ne seraient pas totalement efficaces et donc nécessiteraient des mesures de diagnostic supplémentaires pour pouvoir les écarter de la chaîne transfusionnelle. Donc, si on fait une petite synthèse sur l'inactivation des pathogènes, les avantages plus exactement que l'on peut y trouver, c'est que, comme vous le savez, ces procédés ont un spectre d'action large et non spécifique. Ils sont susceptibles d'inactiver les bactéries, les parasites, les virus. Ils permettent de réduire la charge des pathogènes. Ça, c'est très important, notamment chez les sujets qui sont virémiques et asymptomatiques, pour les agents pathogènes non dépistés, comme le CMV, l'HTLV dans certains pays, ou les arboviroses lorsqu'on ne fait pas de dépistage, et pour les faibles titres d'agents pathogènes, comme par exemple les infections B-occultes. Alors, il serait, mais ça reste à démontrer bien entendu, très intéressant pour les agents pathogènes inconnus qui seraient sensibles, mais ça, encore faut-il le prouver. Et les inconvénients, vous les connaissez également, ils sont non disponibles à ce jour pour les CGR, mais bon, il y a des développements très encourageants qui nous laissent penser que ça pourrait être le cas prochainement. Comme je vous le disais, ils ont une faible efficacité sur les virus non enveloppés, sur les titres viraux élevés et les formes résistantes. Tous les modèles qui sont utilisés pour évaluer leur efficacité, notamment ce qui est donné par les industriels, c'est la limite des modèles in vitro. Il est difficile de les expliquer à la vraie vie. Et puis, nous avons des données sur les virus connus, mais c'est difficilement extrapolable sur un agent émergent, comme par exemple le SARS-CoV-2, où on a longtemps dit que, puisqu'il ressemblait au MERS-CoV et au SARS-CoV, je vais l'appeler 1, qui étaient eux sensibles, il y avait de fortes probabilités pour qu'ils le soient également, mais aussi fallait-il le prouver, donc ça a été prouvé par la suite, mais il a fallu un certain temps pour avoir la démonstration de leur efficacité sur ce virus. Et puis, comme je le disais, le coût, mais c'est vrai que ce coût pourrait être partiellement maîtrisé par la suppression ou la modification de certaines procédures. On pourrait imaginer que certains tests de dépistage soient supprimés au bénéfice de l'inactivation des pathogènes et puis par la non-nécessité de mettre en place de nouvelles mesures. Alors, malgré tout, ce que l'on fait, et on en fait beaucoup, le risque résiduel existe, comme vous le savez. Là, je vous ai mis dans ce tableau les dernières estimations des risques résiduels pour la dernière période pour laquelle ils ont été estimés en France, à partir donc de données qui sont issues des donneurs connus et de la durée de la fenêtre silencieuse. Et l'on voit que pour le VIH, le risque en fait d'avoir un don qui serait positif mais non dépisté comme tel lors de la qualification biologique des dons, il est de 1 sur 17 millions de dons, ce qui représente à peu près 1 tous les 6 ans en France. Pour le virus de l'hépatite C, 1 pour 32 millions, donc là on est à 1 tous les 11 ans. Et pour le virus de l'hépatite B, donc 1 pour 5,6 millions de dons, donc à peu près 1 tous les 2 ans.
Donc, si je vous fais un petit résumé de tout cela, ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que la sécurité virale des produits sanguins est assurée dans les pays, en tout cas à ressources élevées, qui s'en donnent les moyens et qui ont les moyens de le faire. Ce n'est pas vrai partout, hein. J'ai des collaborations et des liens très étroits, notamment avec le Maghreb 7, mais aussi avec l'Afrique subsaharienne. Il est évident que tout ce qu'on vient de dérouler là n'est pas accessible, hein, à des pays à faibles ressources. Et tout ça grâce aux mesures complémentaires qui ont été successivement mises en place pour maîtriser le risque. Alors, les émergences virales récentes ont requis quand même de mettre en place des mesures sécuritaires supplémentaires, mais elles nécessitent quand même une vigilance sur l'impact sur l'approvisionnement. On ne peut pas décider du jour au lendemain, par exemple, d'arrêter totalement une collecte dans une région parce que, bien évidemment, on manquerait de sang, notamment d'un point de vue quantitatif, mais également d'un point de vue qualitatif pour assurer en fait la disponibilité de produits sanguins avec tous les phénotypes, notamment érythrocytaires, qui sont nécessaires à transfuser les sujets qui en ont besoin. L'ajournement des donneurs à risque est relativement complexe, hein, puisque l'efficacité de cet ajournement, de manière générale, est conditionnée par la nature de l'exposition et la fréquence des symptômes. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour le virus de l'hépatite E, dont on sait qu'il est essentiellement transmissible par voie alimentaire, on ne peut pas en fait ajourner les donneurs sur des pratiques alimentaires. C'est pas possible. Donc c'est conditionné par la nature de l'exposition. Et puis c'est vrai que lorsque une infection virale est symptomatique, c'est facile d'ajourner les donneurs parce que les candidats au don déclarent d'avoir des signes cliniques, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il existe des virémies donc présymptomatiques ou asymptomatiques. Cet ajournement est une mesure conservatoire qui est adaptée en période épidémique selon la circulation, notamment on l'a vu pour les arboviroses. Et il faut bien avoir à l'esprit que cet ajournement occasionne une perte des donneurs immédiate puisqu'on les refuse au don, mais également retardée parce qu'en fait les donneurs, quand ils sont ajournés, ont du mal à revenir et parfois ne reviennent pas. Donc c'est encore une fois une perte immédiate et retardée. Pour ce qui est du dépistage d'un marqueur viral, l'introduction, notamment en cas d'émergence, est conditionnée par la disponibilité du dispositif, de l'automate, lorsqu'on a des gros débits, et du marquage CE et de la logistique. Par exemple, lorsque nous avons eu affaire en fait, au début de l'épidémie de Covid-19, il était potentiellement question d'une transmission transfusionnelle, même si elle n'a pas été confirmée par la suite, mais il n'y avait pas de test de dépistage qui soit adapté, notamment à la matrice sanguine, puisqu'il fallait tester le plasma, et puis au débit qui existe sur les plateaux de QBD. Donc, c'est toujours retardé par rapport à l'alerte. Et enfin, les méthodes d'inactivation des pathogènes. Donc, on a vu qu'à elles seules, elles ne suffiraient pas à sécuriser tous les dons vis-à-vis des virus à dépistage systématique, en tout cas, au regard des charges virales observées et des performances annoncées pour les méthodes, en tout cas, qui sont disponibles. Et ça requiert toujours des études d'efficacité sur les agents nouvellement identifiés. Donc voilà, j'ai terminé un petit peu ce tableau